Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Je vais vous emmener un petit peu loin de nos ronds dans l'eau hexagonaux. Le père Ubu est de retour, en vrai, et ça craint. Ubu est un personnage inventé il y a 130 ans par un jeune lycéen qui s'est révélé un écrivain génial, Alfred Jarry. C'est un personnage d'une pièce de théâtre, une farce grotesque mais sinistre, une farce sur le délire du pouvoir. Le père Ubu, pas de limite. Tout ce qu'il veut croquer, tout ce qu'il veut manger, tout ce qu'il veut prendre, tout ce qu'il veut bouffer, il le prend. Et il a une formule fétiche dans la trappe. Quand il veut prendre quelque chose, il jette à la trappe la personne, le pays, le monde qu'il a pris, dans la trappe. Eh bien, voyez-vous, dans la semaine qui vient de se passer, l'Ubu, qui est à la tête de la première puissance militaire mondiale, Donald Trump, cet homme qui symbolise ce pouvoir sans limite, qui s'autorise de tout, il a fait passer à la trappe deux peuples. Et ça nous concerne. Nous ne sommes pas palestiniens, nous ne sommes pas ukrainiens, mais si nous ne nous en préoccupons pas, cela va nous rattraper. La semaine dernière, c'est la Palestine qui est passée à la trappe. Gaza, son peuple. Trump, faisant droit au nettoyage ethnique de Netanyahou, de la droite et de l'extrême droite israélienne, a dit que les Palestiniens devaient quitter Gaza. L'histoire de la Riviera et de la Côte d'Azur, c'est pour amuser la galerie. L'essentiel, c'est détruire la Palestine. Que ce peuple quitte sa terre, qu'il s'efface. Une logique d'apartheid. Et puis, une semaine plus tard, ça vient d'arriver, après un coup de téléphone de 90 minutes, 1h30 avec Vladimir Poutine, il a décidé de faire pareil avec le peuple ukrainien. Presque 3 ans après l'invasion de l'Ukraine par le nouvel impérialisme russe. Fini, on s'accorde d'homme de puissance à homme de puissance. Seule logique, le pouvoir. Seule logique, la loi de la force. Et on s'accorde sur le dos des Ukrainiens, sur le dos de l'Europe, de notre continent, puisque dans leurs discussions, pour soi-disant faire la paix en Ukraine, il n'est pas prévu pour l'instant que les Ukrainiens ou les Européens soient réellement à la table de l'accord conclu, dont on sait à coup sûr que s'il a l'aval de Poutine, c'est qu'il est en faveur de ses gains territoriaux, de ses gains de puissance. Nous sommes en train de basculer. Il y a des moments de cristallisation. On voyait tout cela. Mais il y a un moment, c'est comme quand l'eau à 90 degrés, elle ne bout pas, et puis quand elle est à 100 degrés, il se passe autre chose. Nous sommes dans un basculement, et ce basculement nous met sous les yeux deux évidences et un défi qui est celui de votre génération. Un défi inquiétant, bien sûr, alarmant, mais en même temps formidable. La première évidence, c'est que c'en est fini de tout ce avec quoi ont vécu depuis 1945 les générations dont je suis, celles qui vous ont précédé. Il n'y a plus de droit international. Il n'y a qu'une seule loi, la loi du plus fort. Je veux le Groenland parce que ça m'intéresse, je le prends. Pourtant, c'est un allié, le Danemark. Je veux le Canada, en faire un 51e État, je le prends. Je veux le canal de Panama, et ainsi de suite. Comme Netanyahou, je veux toute la Palestine pour moi et pour le grand Israël sans Palestiniens, je le prends. Je veux l'Ukraine pour le grand empire restauré, tsariste et stalinien de M. Poutine. Eh bien, je prends. Plus de droit international. Et c'est bien pour ça qu'il ne fallait pas du tout dissocier les deux causes. Toute concession à Netanyahou était un cadeau à Poutine et inversement. C'était instaurer, accepter la loi du plus fort, mettre fin à ce qui a été inventé après la conscience de la catastrophe européenne, qui venait de nos délires de puissance,
de nos délires de grandeur, de nos délires de supériorité. Hitler ne nous est pas étranger. Il vient de la folie impérialiste, colonialiste, capitaliste de l'Europe elle-même. Et du coup, on s'est dit, attention, il faut freiner, il faut qu'il y ait des règles. Aucun État, aucun peuple, aucune nation n'est prémuni de la folie, de la barbarie, aussi civilisée se croit-elle. Donc il faut des droits au-dessus, des principes. Eh bien, c'en est fini. Plus de règles. La loi du plus fort. D'ailleurs, regardez bien, le projet de loi dont le prétexte est l'immigration, de loi constitutionnelle qu'a en réserve le Rassemblement national, si d'aventure Marine Le Pen est élue présidente, et qu'ils veulent faire passer en moins de 100 jours, prévoit la fin de tout droit international. Plus de Cour européenne des droits de l'homme, plus de règles supérieures. Une seule loi, la Constitution dite nationale, avec la préférence nationale, avec des droits uniquement pour ceux qui seraient des Français déclarés respectables, dits de souche par rapport à la diversité de notre peuple. Regardez, écoutez, M. Trump, d'un écrit, a considéré que les membres de la Cour pénale internationale, celles qui veillent au droit international, sont des criminels, qu'ils n'ont pas le droit de venir aux États-Unis d'Amérique. Poutine est ravi, il était poursuivi par cette Cour pénale. Netanyahou est ravi, il était poursuivi, lui aussi. Mais regardez, ça a été à peine commenté en France. Il a annulé d'un trait de plume, il y a 2 jours, une vieille loi américaine de 1977 qui interdisait de corrompre à l'étranger pour obtenir des marchés. Il a donné le feu vert, ça nous ramènera de l'argent. Allez, corrompons la corruption. Et là, ça nous met la deuxième évidence sous les yeux. C'est un capitalisme mafieux qui est là, sous nos yeux, et qui a aussi bien le visage de Trump que de Poutine. Un capitalisme mafieux où il n'y a qu'une seule logique, l'intérêt, l'avidité, qu'une seule valeur, l'argent, et une autre, la violence, et une troisième comme alibi, la religion. Poutine, Trump, c'est l'oligarchie. C'est cette confiscation de tout bien commun au nom de l'intérêt d'une toute petite minorité, et nous en avons quelques candidats ici même sous nos yeux. C'est ce monde d'une violence inouïe que l'on voit même dans la clé de sa richesse, l'extractivisme, le clan mafieux d'oligarques qui a dépecé, après la chute de l'Union soviétique, les recettes de la Russie, qui se les est appropriées. Il s'est approprié quoi? Le pétrole et le gaz, les matières premières. Et regardez tous ces gens de la technologie, de la révolution numérique, de la Silicon Valley qui ont basculé avec Trump. Eh bien, l'autre extractivisme, c'est nous, c'est les données, c'est nous-mêmes, c'est avec ça qu'ils veulent continuer à s'enrichir. Et donc, nous avons à la fois la fin de toute règle à l'échelle du monde, avec un pacte des oligarques, un pacte Trump-Poutine et un pacte de ce capitalisme mafieux. Alors on voit bien dans la faiblesse des réactions européennes, françaises, on voit bien dans le silence ou la sidération qu'il y a, comme dans tous ces moments où se révèle la réalité de la menace, la tentation de se soumettre, comme en 1938, comme en 1940, Munich, et puis la capitulation, Vichy pour nous. On accepte. Ça ne veut pas dire qu'on devient fasciste, mais on se dit, on va survivre avec eux, on va s'arranger avec eux. On essaye, au fond, de s'accommoder. On ne fait pas face. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule marche qui coûte pour passer réellement du côté obscur de la force, dévaler l'escalier jusqu'à épouser toute cette idéologie. Car ça ne les protégera de rien. Il y a une catastrophe de cette idéologie, de la grandeur. Make America Great Again. C'est une catastrophe, la grandeur. Ça ne peut amener que des désastres, que des guerres, que plus de violence, d'inégalité, d'injustice,
Et personne ne sera épargné si nous n'y faisons pas face. Alors bien sûr, cela craint, et cela fait peur, et cela sidère. Mais ce sont des moments où l'on peut se révéler. Ce sont des moments où on a rendez-vous avec ce à quoi on croit, avec nos principes, avec nos valeurs. Alors il n'y a plus à barguigner. Il faut résister, il faut faire face, comme le Conseil national de la résistance, à l'échelle du monde. Oui, dressons-nous face à ce pacte des oligarques, Trump, Poutine, les deux nous menacent et les deux symbolisent le monde contre lequel vous, votre génération, doit s'engager, car personne ne sera épargné. Merci beaucoup, Edoui Plenel, pour cet Edoui-to. Merci. Parlons-en un petit peu de ce pacte dont tu parles. Emilio, tu disais que l'humanité titrait sur ce milliardaire français, Pierre-Édouard Stérin. Tu y vois un parallèle avec ce qu'on peut voir dans les oligarchies américaines ou russes ? Alors, la différence reste que eux, ils ne se sont pas appropriés directement à l'issue de l'URSS les richesses, mais en tout cas, il y a un pacte des milliardaires français. On parle de Stérin, on a parlé de Bolloré, mais celui qui m'a le plus non pas surpris, mais choqué, mais c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, au retour des États-Unis, qui était donc à l'investiture de Donald Trump. On peut citer aussi Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui déjà pactisait, lui, avec Poutine pour pouvoir continuer d'extraire le pétrole et le gaz en Russie. Bernard Arnault, quand il revient, il loue le modèle trumpiste et en fait, il prépare le terrain parce que Bernard Arnault faisait une croisade contre les impôts qui n'étaient pas extrêmement levés. Et en fait, pour continuer à amasser, ça, là, c'est Edoui, tu parlais du capitalisme mafieux, c'est ça, c'est le capitalisme qui continue à vouloir amasser, et Bernard Arnault, il n'est pas prêt à récupérer moins, donc il préférera toujours Hitler plutôt que le Front Populaire, plutôt Trump que le nouveau Front Populaire. Ouais, ouais, effectivement. Usul. Moi, j'ai regardé, évidemment, je suis pétrifié par ce qui se passe aux États-Unis. Puis vous connaissez la méthode de communication qui a été théorisée par Steve Bannon, inonder le terrain de merde. Donc il y a des annonces, comme tu le disais, il y en a plein, il y en a tous les jours, des executive orders, donc des décrets, des trucs. Et alors là, on est là en France, on se dit, alors attendez, est-ce qu'il va pouvoir faire ça ? Est-ce que c'est applicable ? On se pose pas les bonnes questions parce que pendant ce temps-là, il fait vraiment des choses. Et Elon Musk est en train de vraiment faire des choses. Il se pointe avec ce qu'il appelle le Doge, là, ces petits jeunes, ils se pointent dans des administrations et ils sont en train de siphonner les données, de couper des programmes d'aide, y compris, il y a des gens qui vont se retrouver sans financement dans la recherche. Ils sont en train d'effectuer des purges, en fait, tout simplement. Ils sont en train de licencier aussi énormément de fonctionnaires. Et je lisais un article aujourd'hui de Pauline Grosjean, voilà, qui est prof d'économie. Et elle faisait le parallèle entre ces purges-là, qui sont vraiment une purge de l'appareil, quoi. L'idée, c'est soit on vire tout le monde et on remplace, si possible, avec des gens qui vont être alignés idéologiquement. C'est ce qu'il a fait avec Twitter. Voilà, comme il l'avait fait déjà dans ses autres entreprises. Mais là, l'idée, ça va être de préférer des gens loyaux à des gens compétents. Et le parallèle que fait Pauline Grosjean dans son article, c'est de dire, oui, exactement comme les purges staliniennes dans les années 30, qui avaient causé des problèmes d'ailleurs à l'armée soviétique après, parce qu'on avait liquidé aussi parfois les meilleurs pour mettre des gens moins compétents mais plus obéissants. Bon, là, ils sont en train de faire ça. Et puis moi, il y a une autre image aussi que ça m'a ramené de voir ces jeunes, très jeunes, 20 ans pour certains d'entre eux. En général, des gens qui avaient été employés par Musk avant dans Neuralink, SpaceX, etc., qui débarquent avec moi, j'ai vu un truc comme la révolution culturelle. Des très jeunes qui arrivent, qui viennent tous aborder. Les gardes rouges. Et qui viennent liquider des vieux trucs pour leur chef, là, et pour qu'après installer le pouvoir de son chef. Et je me suis dit, oui, tiens, c'est vrai que ça nous ramène ces images-là. Donc, on pense à Staline, on pense à Mao. Et mais c'est vrai que pour les gens, le capitalisme, c'est la liberté, c'est la démocratie. Et le communisme, c'est le monde, au contraire, de la dictature. Et là, vous êtes en train de voir que, c'est peut-être plus compliqué que ça. On peut tout à fait faire le capitalisme avec la dictature. Et nous, tout notre défi, ça va être de faire l'inverse. Faire le communisme avec la démocratie. C'est tout le défi européen. Moi, je pense que c'est ça, le défi européen. Il va falloir réaliser le socialisme européen. Voilà. Un truc que je trouve glaçant et en même temps très intéressant dans ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est aussi tout le travail que mène la nouvelle administration Trump sur la langue.
sur les mots. Ils ont envoyé des listes, mais c'est lunaire, hein, mais ils ont envoyé des listes à tous les fonctionnaires de certains départements en leur disant « Voici les mots que vous n'avez plus le droit d'utiliser. Voici les mots que vous devez expurger de l'ensemble des documents. » Déjà, c'est littéralement 1984. Mais donc, par exemple, le mot race, les mots LGBT, les mots... je crois que même dans un document, il y avait le mot femme. Oui. Genre, non mais woman était écrit. Enfin, Le mot inégalité. Le mot Bien sûr. inégalité. Le mot inégalité, vous n'avez plus le droit de l'utiliser. Et c'est extrêmement flippant, déjà d'une part, et puis d'autre part, extrêmement intéressant de voir aussi à quel point la dictature, l'autoritarisme s'attaque aux mots pour s'attaquer à la pensée, pour empêcher de penser les races, pour empêcher de penser les femmes, pour empêcher de penser les inégalités, pour empêcher de penser, on n'a plus le droit de penser, pour taire ces réalités, et ça crée du coup une manière complètement lunaire de lire les documents officiels, un petit peu comme on lisait la Pravda entre les lignes. On savait que c'était que du mensonge, mais en fait, il y avait une manière de comprendre en fait les messages qu'on pouvait pas faire passer. Je trouve ça absolument terrifiant, et ça nous impose à nous une réflexion sur les mots qu'on utilise, sur l'importance de la liberté d'expression au sens premier du terme, sur la possibilité de faire des émissions comme Backseat, la possibilité d'écrire des articles, de révéler des faits sourcés, de penser le journalisme face à l'intelligence artificielle. Ça nous impose tout ça dans ce projet dont tu parles, Usul, de penser la démocratie. Edoui ? Le communisme. Non, mais justement, la comparaison, puisque Poutine est l'héritier d'une sorte d'enfant monstrueux qui est à la fois le stalinisme, il était au KGB, la culture totalitaire qui a trahi évidemment tous les idéaux d'émancipation, et évidemment la logique tsariste qu'avait épousé Staline lui-même dans une logique de puissance, et ce capitalisme mafieux. La résonance qui a été faite là entre le bilan de l'histoire dramatique des grands chagrins politiques liés à l'histoire du socialisme réel et ce capitalisme mafieux qui aujourd'hui se rejoignent sous nos yeux. Ça dit bien la tâche qu'il y a devant nous et qui n'a pas été faite. Il ne suffit pas de dire socialisme, communisme, justement. On doit avoir un imaginaire autre. On voit bien que cet imaginaire a été trahi, que s'il est ramené au pouvoir d'un seul, c'est une perdition. S'il est vertical, c'est une perdition. On voit bien que leurs techniques de pouvoir et d'autoritarisme ne peuvent pas être notre culture. Donc nous devons avoir un autre imaginaire face à ce capitalisme mafieux. Il ne s'agit pas de croire que le capitalisme libéral est la solution, puisqu'il a enfanté ça. Mais face à cette monstruosité qu'il y a sous mes yeux, il faut avoir, et c'est pour ça que je faisais l'allusion au Conseil national de la résistance, où communistes, gaullistes et socialistes et autres, les deux premières forces plutôt, ont dû se mettre au travail pour penser autre chose, penser la régulation, penser les services publics, penser des contre-pouvoirs, penser la liberté de la presse, penser l'indépendance de la justice. Ils n'ont pas été au bout, la preuve, la catastrophe continue. Mais donc, nous sommes devant cette tâche-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est une tâche collective qui appelle à ce qu'on se rassemble. C'est pour ça que je pense qu'aucune force politique n'a la réponse toute seule. C'est pour ça que, pour ma part, j'ai un regard très critique sur tous les ronds dans l'eau et les divisions inutiles des forces qui se réclament de l'émancipation, car il y a le feu au lac. Et la réponse, elle est du côté de la société. Faut vous organiser, faut prendre votre destin en main, faut créer les conditions de tout cela. Car de toute façon, nous serons toutes et tous rattrapés par cela. Et la bataille, comme l'a dit Usul, elle est dans votre génération aussi. De la même manière que l'origine protège de rien, la jeunesse n'a pas d'âge. Il y a des vieux très jeunes et il y a des jeunes qui passent du côté obscur de la force. Anakin Skywalker est devant vous. Il est devant vous, Anakin Skywalker. L'Empire contre-attaque, là. Donc, en avant. La résistance. Namou. Mais tu les as vraiment vus, les Star Wars, Edoui ? Oui, bien sûr, j'adore. En fait, c'est comme Alexandre Dumas. C'est quand même, c'est une histoire qui nous dit comment, voilà. Et donc, il y a un truc de KPDP avec les. Attends, il y avait Namou. Je rebondis sur ce que tu disais, Usul, sur comment les médias français essayent de couvrir un peu la communication trumpienne. Et moi, je voulais avoir ton avis, Edoui, sur pourquoi les médias donnent autant de crédit à tout ce que dit Trump. C'est-à-dire que moi, j'ai vu vraiment sur les propos par rapport à Gaza et à cette Riviera du Moyen-Orient, mais des choses absurdes, sans nuance, sans analyse, où on ne donne pas les termes, en fait. Le fait que, il parle clairement de déportation, en fait, et c'est des propos racistes, tout ça. Donc,
pourquoi il y a autant de mal à dire les termes, en fait, et enfin, on voit des dérives comme le plateau France Info. de France Info à l'heure américaine où justement, en fait, l'angle part sur c'est super, ça parle de la Côte d'Azur comme étant l'Eldorado, donc on va parler du secteur du tourisme, alors qu'on parle juste de propos terribles, en fait. Edoui, rapidement, ta réponse. Je ne suis pas les médias, et les médias sont à l'image de cette bataille, et il faut l'amener contre ces médias. Ça fait 30 ans que la dérive est là. Et ce n'est pas seulement la propriété des milliardaires. L'histoire de France Info, c'est la responsabilité des gens au sein du service public. Mais merci pour le raid, quand même. Se battent. Il faut que les journalistes se battent. Il faut qu'ils se dressent. Si nous, on a fait Mediapart il y a 17 ans maintenant, c'est dans le sentiment de la catastrophe. Nous, on n'est pas surpris, Mediapart. On pensait que la catastrophe, elle venait. Donc on a fait ce lieu comme ça, comme un lieu de résistance un peu puriste, qui n'a pas de fil à la patte, que personne ne peut toucher. Vous avez parlé de Bétaram et de Bayrou, il y a le procès Sarkozy aujourd'hui, tout ça, il n'y aurait pas sans Mediapart. Mais on n'est pas meilleur que d'autres, on s'est donné les moyens de ça. On est dans un moment où il faut résister, lutter. Il ne faut pas baisser, car vous serez toutes et tous rattrapés. C'est une monstruosité. C'est la négation de l'égalité des droits, de ce qui nous a fondés, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Il n'y a pas besoin de dire fascisme et tout ça. C'est la négation de nos idéaux les plus fondamentaux, partout, dans toute nation, dans tout peuple. Alors c'est le moment d'y aller.